Alors, on va poursuivre cette émission en se demandant maintenant si la science peut sauver le monde. Et bien entendu, tous les regards vont se porter vers ce personnage incroyable, Laurent Alexandre, qui maintenant, en plus, ajoute à son pedigree le métier de romancier, avec L'homme qui en savait trop, aux éditions Robert Laffont. Alors vous, d'abord, premier point, la durée de vie, là, vous l'estimez à combien là, dans les... Aujourd'hui, l'espérance de vie a déjà dépassé 80 ans, oui, alors qu'en France, elle était de 25 ans, 1750. Dites-moi, dans 25 ans, dans 30 ans, on sera combien? Elle va pas augmenter très vite. Elle va augmenter dans la deuxième moitié du siècle. Il est probable qu'on aura une espérance de vie de 150 à 200 ans à la fin du siècle. Ah merde, on aurait dû naître plus tard. Mais alors, ça ne nous concernera pas. Enfin, moi je serais mort. Quel dommage. Nous sommes du mauvais côté de la fracture génétique. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que la science va sauver l'humanité? Je ne sais pas. En tout cas, la science va changer l'humanité. La science va changer le monde. Et Jacques parlait d'irréversibilité. Il est clair qu'il y a aujourd'hui dans la Silicon Valley un mouvement philosophique extrêmement puissant qu'on appelle le transhumanisme et qui veut changer l'homme et de façon irréversible pour le rendre immortel. Changer l'homme, c'est-à-dire... Le rendre immortel, l'augmenter sur le plan génétique et puis sur le plan neurologique pour en faire une espèce de c'est quoi c'est comme des OGM, quoi. C'est ça qu'on va faire. Oui, ça passe par des modifications génétiques qui se transmettent de génération en génération. Et vous savez bien que le projet des dirigeants de Google est de nous rendre immortels. D'ailleurs, ils ont créé plusieurs entreprises destinées à permettre l'immortalité, c'est-à-dire ou en tout cas une augmentation très forte de notre espérance de vie. Très emmerdant, l'immortalité. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder? Moi, j'ai des choses à faire pour 1000 ans. Je pense que Jacques, au moins autant. Il n'y a que les déprimés qui veulent mourir à 75 ans. Quand on n'est pas déprimé, on a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Moi, je n'ai pas lu 1/1000 des bouquins que je souhaiterais lire. Donc, si je pouvais vivre longtemps, je le souhaiterais. Donc, nous allons en tout cas vers un monde où la science va bouleverser nos repères, où la science va probablement nous permettre de nous modifier. Personnellement, même si ce n'est pas forcément ce que je souhaite, je pense que nous allons aller sur ce toboggan transgressif et je pense que nous allons nous augmenter. D'abord parce que beaucoup de gens veulent vivre plus longtemps et pour une autre raison, c'est que le développement de l'intelligence artificielle va paniquer les gens et que les gens vont préférer augmenter les capacités intellectuelles par les nanobiotechnologies de leurs enfants plutôt que d'avoir des enfants avec des capacités intellectuelles standards face à une intelligence artificielle et des robots de deuxième génération qui seront extraordinairement puissants. Ils nous dépassent quand, là, à peu près, à votre avis? Déjà, on n'est pas loin. Ça dépend pourquoi. Ouais. La Google Car conduit mieux que n'importe quel être humain à vitesse basse. Demain, les robots chirurgicaux opéreront mieux que n'importe quel ils le font déjà chirurgien. Presque, non. Ouais. Mais il y a besoin d'un chirurgien. Ouais. Dans le futur, il n'y aura pas besoin de chirurgien. Dans beaucoup de jeux de statistiques, les machines sont beaucoup plus efficaces que l'homme. Voilà, on y est déjà, ils sont devant, oui, souvent. Donc, en tout cas, on voit bien que l'inventeur de la Google Car, Sébastien Sloan, expliquait récemment, il va être de plus en plus difficile à un être humain avec un cerveau biologique d'avoir une utilité sociale productive dans un monde où l'intelligence artificielle et la robotique se développent à une vitesse folle. Alors, une question personnelle. C'est une vraie angoisse qui va saisir les générations futures. Des choses inutiles, en fait. Non, il paraît même, j'ai lu récemment que même aimer, ça pourrait devenir problématique dans le futur. Le fait de faire l'amour, etc., ça pourrait être tout à fait disparaître. Qui sont en train d'émerger. Il n'y aurait que les ringards. C'est quand même, c'est seulement transmissible. Visiblement, les robots, au moins, c'est propre. Alors, Géraldine Mühlmann. Non, mais je voulais juste vous demander si, pour ceux qui ne tiendraient pas le coup, là, sur 100 ans, 200 ans, pour des raisons qui les regardent, il ne faudrait pas envisager une certaine aide au suicide, puisque la médecine sera absolument toute puissante dans votre fantasme. Non, ce n'est pas mon fantasme, c'est le fantasme de la Silicon Valley. Je n'ai pas dit que j'y adhérais. Je pense que le droit au suicide est un droit fondamental et que si on est profondément malheureux à 75 ans et qu'on doit avoir le droit au suicide, mais c'est à nous de créer un monde dans lequel chacun peut s'épanouir, dans lequel chacun peut trouver des raisons d'être heureux et où le suicide n'est pas obligatoire. J'imagine un monde dans lequel chacun pourrait découvrir des choses pendant très longtemps et non pas commencer à se demander à partir de 70 ans, à partir de 70 ans, quel est le meilleur moyen dans suicide, mode d'emploi pour en finir. Non, on y va. Moi, je m'inscris tout de suite dans votre truc.
Question d'Eliette Abécassis, parce que je vais vous laisser un peu entre ses mains. Alors, dans votre roman, qui est absolument captivant, L'homme qui en savait trop, vous avez un des personnages principaux, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui dans un avenir plutôt proche, en fait, a pris possession et contrôle du monde avec Google, puisqu'il y a cette firme qui est le Googleplex qui a pris contrôle de la vie des hommes. Et parallèlement à ça, il y a toute l'histoire d'Alan Turing, qui est le père de ce monde-là, puisque c'est lui qui a inventé l'ordinateur. Et il y a toute l'histoire passionnante de cette invention et de comment peut-être il aurait été assassiné. Ça sent le film, d'ailleurs. Hein. Oh, oui. Non, Soon to be a motion picture, comme on dit aux États-Unis. Hein. Ça fera un blockbuster. Alors, Alan Turing, on voit bien que c'est un héros très positif pour vous. On est complètement en empathie avec lui. Et le monde que vous décrivez, qui est dont Alan Turing est le père, c'est-à-dire notre monde futur, on ne voit pas très bien quelle est votre position. Si vous pensez que nous allons raisonnablement vers ce monde dominé par l'intelligence artificielle, dans lequel l'homme n'existe plus, en tant qu'homme, qu'être humain, puisque c'est un monde régi par finalement des robots. Ou alors, est-ce que vous critiquez cette vision-là? Et au-delà de cela, j'ai envie de vous demander, au-delà de vos prédictions, de ce que vous pensez que le monde va devenir par le transhumanisme, est-ce que vous-même, vous êtes transhumaniste? Alors moi, je ne suis pas transhumaniste, mais je suis un Pourtant, expert. vous participez à des conférences transhumanistes. Je suis un expert pour critiquer le transhumanisme le plus souvent. Je suis un expert du transhumanisme. Le transhumanisme, on le répète, c'est une idéologie développée notamment autour de la Silicon Valley et chez Google particulièrement. Il faut être un peu concret là aussi. Qui vise trois choses. On n'a pas encore tout compris. Non, mais qui vise trois choses. Les transhumanistes veulent nous rendre immortels. C'est pour ça que Google a développé beaucoup d'entreprises pour augmenter notre espérance de vie, veut développer l'intelligence artificielle de manière à ce qu'elle ait une conscience comme notre cerveau. Et puis les transhumanistes veulent augmenter nos capacités physiques et capacités intellectuelles. C'est ça le rêve transhumaniste. J'aurais peut-être une quatrième... En post-humain dans une deuxième étape. Il y a une quatrième chose, c'est que le transhumanisme est un véritable eugénisme, puisqu'il veut créer l'homme nouveau, c'est-à-dire un homme augmenté, un homme au meilleur de ses capacités, un homme qui ne sera plus malade. Donc on élimine tous les gens qui sont possiblement en mauvaise santé. Vous pouvez répéter, Jacques Attali? Non, mais c'est une longue histoire qui fait que l'homme, progressivement, cesse d'être un homme pour devenir un objet et devenir un artefact. Un surhomme, une sorte de surhomme. Un objet, parce que la seule chose qui est immortelle, c'est l'objet. Nous sommes mortels, la table ne l'est pas. Et donc la seule façon de devenir immortel, c'est de devenir un objet. Et donc la grande tentation du transhumanisme, c'est progressivement, en nous faisant avoir progressivement des prothèses... De nous transformer en cyborg. Mais d'éliminer l'humanité. Mais la première étape n'est pas celle-là. La première étape est de garder un corps biologique pendant quelques siècles et quelques millénaires et d'augmenter nos capacités par l'ingénierie génétique. Vous n'avez peut-être pas suivi ça, mais les progrès qui ont été faits dans les technologies pour modifier notre ADN sont stupéfiants depuis 6 mois. La semaine dernière, on publiait la réussite d'une expérimentation avec 62 manipulations génétiques sur une cellule. 62 manipulations génétiques. Notre capacité à changer notre ADN, à changer nos chromosomes, va être totalement illimitée et à coût très bas dans les décennies qui viennent, parce que le coût des manipulations génétiques est en train de s'effondrer comme le coût des microprocesseurs. Nous avons une croissance explosive de notre capacité à changer notre nature biologique dans les décennies qui viennent, et ça va être révolutionnaire. Cette révolution du vivant, c'est la bombe atomique du XXIe siècle. Donc la science va sauver le monde. C'est une vraie déflagration. Non, elle va le changer. J'ai pas compris. Elle va le changer radicalement. Je n'ai pas dit que ces évolutions étaient positives. C'est l'idée là. Nous sommes là représentant trois personnes et en même temps 3 façons de penser le monde, même si chacun d'entre nous pensons aussi comme les autres. Mais ce que vous dites s'applique ou s'appliquera d'abord à une infime minorité. C'est-à-dire ceux qui voudront, parce qu'ils en auront les moyens, aller dans la Silicon Valley pour se faire... Ces technologies ne seront pas chères. Attendez, pas du tout. Je connais bien votre pays. Et dans votre pays, j'imagine difficilement un paysan de Casamance ayant accès à ces technologies avant 1000 ans, ou avant un siècle. Il y aura donc 2 humanités. Comme il y a déjà 2 humanités, il y a l'humanité de ceux qui sont hyper riches, que moi j'appelle les hypernomades, et qui vont avoir accès à ça. Et puis il y aura l'immense majorité des autres, dont les réfugiés, dont les paysans, dont les gens des villes, qui eux survivront autrement. C'est pourquoi je suis assez d'accord quand Mme Abékassi dit
qu'il s'agit d'un eugénisme. C'est un eugénisme sur deux plans. D'abord, c'est un eugénisme parce qu'on sélectionne d'abord les meilleurs, on va dire, mais c'est aussi un eugénisme parce que tout simplement, on sélectionne ceux qui en ont le pouvoir, ceux qui peuvent accéder à cette amélioration, etc. J'aimerais bien que Laurent nous dise comment il pense que ceci va être accessible à l'humanité. Moi, je suis en désaccord. C'est très rare que je sois en désaccord avec Jacques, mais je suis en désaccord. Il ne faut pas, avec ces technologies-là, refaire la même connerie qu'on a fait avec le téléphone portable. On a dit, il n'y aura jamais de téléphone portable en Afrique. Ils n'en auront jamais. Tout le monde a le téléphone portable. 93% des Marocains ont un téléphone portable, 75% en Afrique noire, francophone. Donc, il ne faut pas faire la même erreur. Oui. Les technologies dont on parle, leur coût s'effondre encore plus vite que le coût des microprocesseurs. Les enzymes qu'on appelle les CRISPR, qui permettent de changer notre ADN, ont vu leur coût divisé par 10 000 en 7 ans. Une manipulation génétique, l'enzyme qui la permet, elle coûte $11. Elle va bientôt coûter $1 par manipulation génétique. Eh bien, $1 pour une manipulation génétique, ce sera accessible au Sénégal. Donc, le problème de ces technologies-là n'est pas à moyen terme le problème de leur accessibilité tout autour du monde. C'est la question éthique et politique. Que faisons-nous de notre humanité? Où allons-nous? Quel corps développons-nous dans les années qui viennent? C'est une question éthique, ça n'est pas une question économique. Donc, tout le monde aura accès à ces technologies. Alors, absolument, mais donc, bon, vous avez dit de manière très pessimiste que vous ne croyez plus aux politiques au pluriel, c'est-à-dire aux hommes, mais le politique là-dedans, le politique, il aura bien un rôle absolument considérable. On parle, je prends ce dont parle Lyotard, les petits récits qui auraient aujourd'hui remplacé les grands récits. On avait le grand récit des mythes, on avait le grand récit de la religion, on avait le grand récit de l'idéologie. Aujourd'hui, on nous dit, il n'y a plus que des petits récits. Enfin, Lyotard dit qu'il n'y a plus que des petits récits. On pourrait dire, non, il reste un grand récit, c'est celui de la science. Sauf que qui écrit ce récit? Qui écrit le récit de la science? Et si quelqu'un écrit le récit de la science, il n'y a pas de récit sans axiologie, il n'y a pas de récit sans orientation, il n'y a pas de récit sans éthique, il n'y a pas de récit sans sens. Quel est le sens de cette transformation scientifique? Parce qu'on peut parler de technologie indéfiniment, mais où va-t-elle? Cette transformation est tellement rapide, elle prend tellement la forme d'un tsunami technologique qu'aujourd'hui elle dépasse les politiques et que les politiques ont 20 ans de retard. Quels sont les politiques qui s'intéressent au futur, qui sont capables de théoriser ça, qui sont capables de préparer l'avenir? On les compte sur les doigts d'une main. À côté d'un Emmanuel Macron qui s'intéresse au futur, la plupart des politiques sont des petits politicards minables qui ne raisonnent qu'à très court terme. Et comme l'évolution technologique est très rapide, le politique qui est en moyenne assez âgé. Non, mais je ne parle pas des politiques là, je parle du rôle du politique par rapport, relativement à la science. Il est clair. Parce que les comités bioéthiques, ils ont une influence. Ils sont très très importants, mais quelle est leur influence? Il est faible, mais le rôle du politique est fondamental dans la définition de ce que nous allons faire de ces technologies et dans la mesure où nous allons changer notre nature biologique et génétique. Donc il faut très clairement que les politiques changent, il faut que nous ayons un mode de désignation et de vote qui favorise de nouvelles élites plus proches de la science, plus proches de ces sujets-là. Les petits apparatchiks qui deviennent aujourd'hui hommes politiques dans le système français ne sont pas adaptés pour développer un récit permettant de lutter, permettant de construire le monde qui va avec cette révolution technologique. Nous devons changer d'élite politique, sinon nous allons prendre le tsunami technologique dans la gueule et cela aura des conséquences graves. Nous n'orienterons pas la vague technologique avec les élites politique actuelle. Alors, si j'ai bien compris, à moins que je sois complètement con, votre poujadisme est un macronisme, c'est bien ça? Ah Pas du tout. Tu tends des perches pour te faire battre. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron est l'un des rares hommes politiques qui pensent au futur. Géraldine Mühlmann. Alors, vous parlez d'un récit qui pourra contrer ce choc technologique. Et l'orienter. Vous avez dit que vous alliez dans les lieux transhumanistes pour les critiquer sévèrement, mais en étant là, dans les mêmes lieux qu'eux et parler le même langage qu'eux. Comment exactement empêcher cela? Qu'est-ce que vous leur racontez, au fond, aux transhumanistes pour les critiquer? Moi, je raconte aux transhumanistes comme aux bioconservateurs qu'il est important qu'il y ait un débat de la société civile sur ces technologies-là. C'est tout? Vous ne proposez pas des options pour ce débat? À l'intérieur de ce débat, vous n'avez pas vous-même un point de vue très précis? Moi, je ne suis pas un gourou et moi, je ne porte pas la vérité universelle. Ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait un vrai débat politique, un débat dans la société civile pour orienter ces technologies, que nous sommes à la veille d'un monde où nous allons changer notre cerveau, changer notre ADN et avoir un pouvoir extraordinaire sur la nature, où nous allons développer des intelligences artificielles probablement supérieures à notre cerveau. Tout cela a des conséquences vertigineuses et cela ne peut pas se faire implicitement, sans décision explicite. Mais dans ce débat, vous dites quoi? Mettons qu'on ait ce débat. Quelle serait votre option? Vous proposeriez quoi?
Moi, je suis vieux, j'ai 55 ans. Je ne peux pas me prononcer pour les générations futures. Mais vous connaissez bien le sujet. Je ne peux pas me prononcer pour les générations futures. Je dis que nous devons avoir ce débat et que nous devons notamment laisser les jeunes générations débattre et donner leur avis sur le monde qui est en train de se construire et qui doit être un monde vivable, où nous devons prendre toutes les potentialités positives de la science, mais où nous ne devons pas aller vers un monde désincarné et déshumanisé par une utilisation brouillonne et à la va-vite de technologies démiurgiques qui pourraient changer l'humanité au XXIe siècle sans même qu'on s'en rende compte. Jacques Attali. Pour moi, ça fait très longtemps qu'on en parle avec Laurent, cette transformation progressive de l'homme en objet, c'est quelque chose qu'il faut arrêter, parce que l'objet est mort. Donc la grande question par rapport à la vôtre, la grande question du politique, à mon avis, c'est qu'est-ce que peut être le sanctuaire de l'humain que l'humanité devrait réussir à protéger, à éviter qu'on touche, tout en sachant parfaitement que c'est comme, toute proportion gardée comme pour la fiscalité, il suffirait qu'il y ait un endroit où on puisse le faire pour que ça soit mort. Donc il ne faudrait pas de paradis génétique comme il y a... On vient de réussir avec l'OCDE de façon beaucoup plus modeste à lutter mondialement contre les paradis fiscaux, qui montrent qu'à l'échelle du monde, si on veut, on peut. Donc la grande question politique derrière votre question, c'est peut-on installer un sanctuaire de l'humain? Et pour ça, et c'est là où le philosophique comme le scientifique doivent discuter, c'est quoi le sanctuaire de l'humain? Il est où? Est-ce qu'il est dans l'ADN? Est-ce qu'il est dans la cellule tout entière? Est-ce qu'il est dans le corps? Est-ce que toucher à quoi que ce soit dans le génome, ça touche au sanctuaire? Non, bien sûr, parce qu'il est évident qu'il faut toucher au génome pour éliminer des maladies génétiques. Il est évident qu'il faut faire. Donc, mais la question fondamentale dont, en effet, le politique ne parle pas, et c'est une question que moi je mets sur la table depuis très très longtemps, c'est où est le sanctuaire qu'il faut protéger? Il faut garder un corps majoritairement biologique. Voilà. Non, mais surtout, il ne faut pas aller vers un homme parfait. C'est sa faillibilité. Les grands artistes sont complètement fous. On va commencer à éliminer les gens qui ont 80% de chances de développer une schizophrénie. On va éliminer l'art. Donc, on va éliminer l'homme. Non, mais surtout, c'est avoir comme présupposé que l'homme est entièrement biologique. C'est-à-dire, le sanctuaire de l'humain, il n'est peut-être pas biologique. Est-ce que tout ce qui relève de l'humain est réductible à sa biologie et à son complexe physico-chimique? Il est aussi biologique. C'est hyper inquiétant. On tourne autour d'un mot qui a été... Non, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut écouter C'est certain, mais elle n'est peut-être pas totalitaire. On va plutôt écouter Rabelais, c'est le mot de conscience. Depuis tout à l'heure, on tourne autour de ça, science en conscience. C'est ça, le sanctuaire de l'humain, c'est peut-être ça, en fin de compte. C'est la conscience, et c'est peut-être, vous l'appelez éthique, mais je pense que c'est autour de ça que ça doit d'abord tourner. Et puis, je voudrais mettre en garde contre quelque chose qui serait, et c'est ça finalement peut-être la critique radicale qu'on doit porter au transhumanisme, c'est d'avoir la prétention de faire le bonheur des gens. Comme d'autres dont vous parlez dans votre roman, les affreux barbus islamistes. Oui, c'est là que commence évidemment le terrorisme, je pense. Oui, alors...